maître de conférence HDR à l'Université de Caen, qui effectue ses recherches au sein de l'équipe contrainte ontologie, données et annotation de graphes, qui est membre du Collège des conseillers scientifiques et pédagogiques au niveau national des campus connectés et qui a une démarche réflexive rappelant la place centrale de l'humain dans une démarche centrée sur l'agir de l'utilisateur. Pierre, c'est à toi pour 20 minutes et il est exactement 14h32. C'est parfait. Donc, tu n'hésites pas à me montrer la petite pancarte au moment opportun. La petite pancarte dans Bien. 20 minutes. Hein. Je te laisse 20 minutes, on va prendre notre temps. Bon, je vais essayer de faire plus court, mais bon, entre ce qu'on essaye de faire et ce qu'on fait, il y a toujours une marge. Donc, tu disais en introduction que tu citais Orwell en introduction, et effectivement, le spectre de Big Brother va peut-être survoler au-dessus de mes épaules pendant mon intervention. Tu parlais effectivement de traitement algorithmique des données massives et des choses comme ça. C'est de ça dont je vais vous parler pour partie. Donc voilà, l'idée, c'est de vous emmener faire un petit tour dans une problématique d'informaticien dont je ne saurais même pas dire si je suis un informaticien vraiment canonique ou plutôt singulier, j'en sais rien, mais vaut mieux pas se poser la question des fois. Alors bon, on va adopter un plan des plus classiques. Je vais vous déjà rappeler un petit peu ce qu'on entend par des learning analytics. Et puis après, je vous parlerai des problématiques qui m'intéressent et du rapport aux approches centrées utilisateurs et puis quelques éléments de conclusion. Alors, si vous attendez que je vous expose une démo d'un système que j'aurais pour partie fait en vous disant que c'est formidable, que c'est le truc qui va révolutionner le monde, je suis désolé de vous dire que vous allez être déçus. Je n'ai pas de système à vous présenter parce que toute ma recherche là-dessus est à l'état de questionnement. Et il y a eu des réalisations sur des approches centrées utilisateurs dans le passé, mais sur les aspects vraiment de learning analytics, je cherche pour l'instant plusieurs choses, y compris du temps pour pouvoir m'y mettre, parce qu'effectivement, ma recherche souffre de n'avoir que 24 heures dans la journée et 7 jours par semaine. Voilà, donc les learning analytics, effectivement, c'est l'analyse des données d'apprentissage, comme le rappelait Maryvonne. L'idée, c'est de pouvoir constituer des systèmes, on est bien dans une problématique d'informatique, hein, de constituer des systèmes qui permettent de mesurer, collecter, analyser des données sur les apprenants dans les contextes dans lesquels ils sont en train de conduire leurs apprentissages. Et le but, c'est d'optimiser l'expérience de l'apprentissage dans les environnements. Donc, vous voyez, il y a d'emblée une boucle très en proximale entre le but, l'apprentissage, l'utilisateur, l'environnement, et comment est-ce qu'on peut penser ces choses-là du point de vue de la conception informatique de l'environnement. Dans l'idée, est-ce qu'on peut avoir des environnements qui soient le plus possible affordants, sur la question des affordances, ou capacitants, des fois aussi on dit, c'est-à-dire qui d'emblée d'eux-mêmes amènent les bonnes choses. Alors l'objectif, effectivement, c'est de fournir des environnements dédiés et efficaces, de pouvoir analyser des données qu'on agrège pour pouvoir identifier potentiellement des parcours qui vont vers la réussite, des parcours qui vont vers l'échec. Et pourquoi est-ce qu'on essaie de vouloir identifier ça dans des formes d'analyse prédictive? C'est pour pouvoir aider les étudiants avant qu'il ne soit trop tard et dire à un étudiant, tiens, il y a quelque chose qu'on voit qui est pas très et qui est assez singulier chez toi. Et en général, quand on constate ce type de comportement, de données, d'agrégation d'informations, en général, ça veut dire qu'à la fin, c'est pas les bons résultats qu'on a. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Il faut déjà identifier les données pertinentes, fournir des analyses et conduire des interprétations à partir de ces analyses. Donc, il faut que tout ça soit en rapport et appliquer les techniques un peu du big data. Donc, c'est pour ça, effectivement, Big Brother et puis le traitement massif algorithmique des données est forcément pas très loin pour pouvoir accompagner les processus d'apprentissage. Et puis, évidemment, comment est-ce qu'on rend compte de ça avec des outils de visualisation. Donc, je vous en montre deux là rapidement.
Là, c'est une vue d'un système qui s'appelle, Intelliboard. Alors quand je dis que c'est une vue, je suis sûr que de votre écran, vous voyez pas grand-chose. Vous inquiétez pas, l'idée, c'est pas d'aller lire dans le détail, mais vous voyez, vous avez une interface numérique, tout ce qu'il y a de plus classique, interface web, dans lequel on va avoir des analyses, un tableau de bord, quoi, quelque chose de très, très simple, qui va vous dire, bah, voilà, vous avez des étudiants qui, ont tel et tel score sur telle et telle activités d'évaluation, par exemple, dans le bas du tableau, des courbes, qui vont indiquer à quel moment justement ils consultent des ressources, en combien de nombre. Vous voyez le petit pavage là, ici, avec du gris et du bleu, c'est à quelles heures de la journée, sur quel jour de la semaine on voit le plus de consultations. Voilà, des choses comme ça. Et évidemment, toutes ces données-là, toutes ces informations-là qui s'agrègent à partir de données, moissonnées par la plateforme, permettent d'établir un tableau de bord. Un tableau de bord, ça n'a qu'un seul objectif, c'est de nourrir une interprétation derrière, interprétation humaine. Ça, c'est ce qu'on aimerait bien toujours pouvoir garantir. Alors une autre vue, là, c'est un système d'une université québécoise, l'université Laval. C'est, un système qui s'appelle, l'ENE, l'environnement numérique, d'éducation, je crois, ou d'enseignement, je ne sais plus comment ils l'appellent. Où on voit, un peu comme, à la façon de ce qu'on a vu avant, des analyses de données qui justement montrent que, bah, il y a des choses qui sont, avec un flag là, un peu comme un feu, rouge, vert ou orange. Quand c'est vert, ça va bien, quand c'est orange, bah, c'est pas terrible, et puis quand c'est rouge, bah, c'est carrément quelque chose qui montre, un point d'alerte. Là, l'intérêt, c'est que ce que vous voyez, c'est une vue côté enseignant. Donc, on voit bien que déjà, il y a une dissociation entre la vue étudiant, la vue enseignant, et on pourrait se poser la question d'un point de vue, centré utilisateur, est-ce que, il y a vraiment besoin d'avoir cette dissociation? Et si tout le monde avait la même vue sur les données en train de se faire au centre de l'interaction, est-ce que finalement, on n'aurait pas aussi une confiance dans le système meilleur? Parce qu'on verrait exactement la même chose que ce que voient les autres. Là, dans la vue, enseignant, ici, vous voyez une petite chose qui est intéressante, c'est le petit bouton «Envoyer un courriel». Bon, voilà, alors l'étudiant, a des scores qui sont pas terribles. Il y a une cote projetée ici qui est une prédiction de résultat. Alors la cote, c'est ABCD, c'est comme si on faisait noter entre 0 et 20, c'est pareil. Mais là, grosso modo, ce que le système dit, c'est si cet étudiant-là continue comme ça, à la fin du semestre, il aura un D à son UE, et donc du coup, ça incite l'enseignant à pouvoir mettre un mail en disant, «Qu'est-ce qui se passe dans tes études? Est-ce que tu veux qu'on parle de quelque chose?» Des choses comme ça. OK. Alors, mais les problématiques, elles sont de 2 points de vue par rapport à ce champ. Je pense qu'il y a à dissocier des problématiques d'usage, des problématiques sur les données. Les problématiques d'usage, c'est que, les learning analytics, ça doit rester des outils qui permettent d'accroître des interactions humaines et pas d'aller vers une automatisation. Vous voyez que quand on fait une prédiction, de ce que va être la fin, du parcours d'apprentissage d'un étudiant, en disant: «Il y a des chances qu'il ait un D», on fait une prédiction, mais faudrait surtout pas que cette prédiction-là soit, quelque chose qui amène une décision derrière. Parce que la décision, elle ne doit être que l'issue d'une interaction humaine et explicitée par une interaction, comprise dans une interaction. Donc ça peut être dangereux, et c'est le deuxième point sur les usages, c'est que la limite, elle est souvent floue, et si vous utilisez des learning analytics pour, gérer des grosses cohortes de plusieurs centaines d'étudiants, bah, c'est à peu près sûr qu'il y a un moment où vous allez tellement vous reposer sur la décision automatique que vous allez vous dire: «Bon, bah, voilà, le tout venant» entre guillemets va être géré automatiquement, et puis moi je vais me focaliser sur quelques-uns. Mais du coup, on voit bien qu'il y a une dérive assez facile de dire on confie la décision à du traitement de données. Et ça, faut quand même un petit peu problématiser. Et puis, bah, du coup, quand on pense ces choses-là, il faut aussi prendre conscience des limites de la prédiction, des limites de la prédiction quand elle est juste, prédiction quand elle est fausse, prédiction quand elle est pas bien comprise. Tout ça, c'est des choses importantes et qu'on ne retrouve pas que dans la question, des learning analytics. Alors Jean, qui est avec nous, a beaucoup travaillé sur la justice digitale. On voit bien que là aussi, il y a de la prédiction automatique qui peut être à double, triple ou quadruple tranchant. La problématique des données, bah, elle n'est pas neutre, hein. C'est quoi déjà une donnée? Quelles sont-elles, les données?
quels objectifs ont les différents partenaires impliqués, entre l'étudiant et l'enseignant ou le tuteur ou l'administratif dans un environnement numérique type universitaire, tout le monde ne court pas derrière les mêmes lièvres forcément. Qui a le contrôle sur les données? Quelle est la permanence des données? Et puis qu'est-ce qui vous suit, grosso modo, par du big data, quand on a des données comme ça qui sont moissonnées un peu sans qu'on en ait conscience? Comment est-ce qu'on peut garantir à l'utilisateur la possibilité de contrôler ses propres données? Alors là, je vous ai mis une référence au projet Solid, qui est un projet de Tim Berners-Lee, qui consiste à faire en sorte que les systèmes qui moissonnent des données utilisateurs puissent se reposer sur des entrepôts de données qui soient gérés par l'utilisateur et pas captés dans son dos. Donc ça, why not? Et puis, qu'est-ce que c'est l'utilisateur des données qu'on a pour lui et comment construire des environnements de confiance? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aborder ces questions-là dans une optique, centrée utilisateur. Donc, qu'est-ce que j'appelle ici un système centré utilisateur? C'est un système où l'interaction est avant tout guidée par les spécificités des utilisateurs, ce qui les rend singuliers, pas ce qui les rend communs. C'est pas, mettre tout le monde dans la catégorie des ceux-ci ou des ceux-là, mais c'est voir ce qui les différencie et ce qui les spécifie et faire que ces spécificités soient, librement et consciemment exprimées par l'utilisateur. C'est des différences avec des systèmes qui, de manière ontologique, emmènent tout un tas de connaissances, les mêmes pour tout le monde et puis, cherchent à étiqueter des gens avec des profils préconçus. Donc là, on est plutôt à chercher dans une approche centrée utilisateur à éclairer, des traitements sur les données de l'utilisateur pour lui renvoyer, pour lui demander si ça a du sens et puis l'accompagner. Alors, les learning analytics, de ce point de vue-là, devraient être des exemples types de systèmes centrés utilisateurs. Parce qu'on voit bien qu'on a l'étudiant au milieu du système et que la finalité a pour but de maximiser l'expérience de l'étudiant. Donc, on devrait être dans des systèmes d'emblée automatiquement très, très centrés utilisateurs. Mais ce n'est pas tout le temps le cas parce que justement, on va avoir plein de choses d'assez différentes entre, les traces qu'on pourrait laisser dans un environnement et qu'on pourrait vouloir, conscientiser, travailler pour pouvoir faire émerger du sens dans une optique centrée utilisateur et puis des données qui sont dans votre dos, dans des fichiers de log qu'on ne voit pas, qui éclairent des décisions qu'on ne comprend pas et qui, au final, peuvent être contre-productives et finalement, la tendance des fois des learning analytics, c'est plutôt d'être côté, on va dire, pour faire vite, fichier de log que traces, partagées. Alors, il faudrait pouvoir ici concilier 2 approches que, à l'heure actuelle de ma réflexion, je perçois un peu comme un peu orthogonales, le technocentré et le centré utilisateur. Dans l'approche technocentrée, on voit bien un peu, tout ce qu'on aurait ici comme exemple de système où, le traitement de données est tellement massif et tellement, en complétion de la décision qu'au final, il risque bien de la remplacer, la décision, que l'interaction va se limiter à du pouce-bouton. On va lancer telle ou telle action automatiquement conduite, par des algorithmes dont on façon boîte noire, dont on veut surtout plus se poser la question de, au fait, comment ils marchent et puis, du coup, l'interaction homme-machine, du coup, est réduite à des pipes de process, des choses comme ça. Alors, ça peut être utile d'avoir des systèmes technocentrés quand on a à conduire des processus techniques compliqués et qu'on veut les fiabiliser avec du numérique, d'accord? Mais, interagir entre des humains, c'est pas vraiment quelque chose qu'il faut concevoir comme, un processus technique, qu'il faut fiabiliser. C'est quelque chose qui est naturel et on baigne dedans et on n'a pas envie de confier ça à une machine tellement c'est notre façon d'être en société et de nous définir en tant que sujet. Donc le centré utilisateur de ce point de vue-là, ça va être plutôt une optique où on va essayer d'enrichir les conditions de l'interprétation humaine. Alors vous allez me dire: «Très bien, les tableaux de bord que vous avez présentés tout à l'heure, ça fait ça». Oui, mais les tableaux de bord, quand ils vont jusqu'à aller, encapsuler de la prédiction et que en fait, l'utilisateur, l'étudiant et l'autre utilisateur, l'enseignant, n'ont pas le même tableau de bord de la même situation en train de se jouer, il y a quelque chose qui du coup, silote les interprétations, et donc du coup, on n'est pas dans quelque chose qui permet de les enrichir par confrontation. Donc il faut redonner, un petit peu, la décision et l'interprétation à l'utilisateur et se poser, la conception du système comme une boucle d'interaction, dans laquelle on va avoir des actions, des interprétations, des partages et une émergence de signification
pourquoi pas partager. Et là, je vous ai mis une petite référence au champ de l'inaction avec cette idée d'environnement inactif, qui sont des choses notamment qu'on a travaillé avec Maryvonne pendant de longues et belles années avec Maryvonne. Et pour vous montrer un petit écueil que je vois bien dans les systèmes qui vont jusqu'à aller projeter un résultat. Si la cote projetée, c'est du C ou du D, comme on voyait tout à l'heure, et ben du coup, une information comme ça dans l'environnement, on peut être sûr qu'elle n'est pas du tout interprétée de la même façon d'un bord et de l'autre. Côté enseignant, ça va être, un signe qui va vouloir dire: «Il est peut-être le temps de faire quelque chose». Côté étudiant, ça pourrait très bien être compris comme: «Il est surtout plus le temps de faire quoi que ce soit». C'est-à-dire que c'est mort, je suis, le semestre est plié, je suis pas dans les clous, j'arriverai pas à relever la pente, donc autant s'arrêter. Donc vous voyez qu'on a 2 interprétations qui sont complètement différentes et complètement, contraires en termes de retombées, on va dire, sur les processus d'apprentissage. L'idée, c'est de faire en sorte que les interprétations, personne ne demande à avoir des interprétations communes. Personne ne demande, ce serait pas possible et pas envisageable de faire que les gens aient les mêmes interprétations. C'est pas l'objectif. Mais ce qui compte, c'est qu'ils puissent les confronter et puis s'en parler et discuter de la situation et faire émerger d'autres sens, d'autres éléments d'interprétation. Mais en tout cas, pas de les confronter comme des positions pas conciliables. Donc, moi, c'est un peu ça que je reproche actuellement au champ des learning analytics que je vois, c'est que bah, on a un espèce de silotage des utilisateurs dans des sphères où ils n'ont pas les mêmes données, les mêmes indications, pas les mêmes objectifs, et au final, tout le monde est dans l'illusion qu'on participe de la même bonne volonté d'aller maximiser les expériences d'apprentissage. Alors, quelques éléments de conclusion, hein, je vous avais dit, hein, plutôt rapide et puis, du coup, plutôt un catalogue de questions et de problèmes qui sont les miens. Alors, je vous remercie de les partager avec moi, ça me fait plaisir, et plus que de la réalisation à l'époque à ce stade-là de la réflexion, on n'en est pas là encore. Donc attention, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les gens qui font des learning analytics sont persuadés que, le big data n'est pas à la portée de l'interprétation d'un enseignant, qu'il faut l'accompagner pour faire émerger le signal faible du signal fort. Tout ça, c'est des dispositions qui sont tout à fait louables, mais au final, qu'est-ce qu'on va demander à avoir comme moissonnage de données? Quelles vont être leurs permanences? Quelle va être la surconsommation de données pour essayer de faire ces choses-là? Et au final, des fois, si on les fait, est-ce qu'on n'est pas sûr qu'on est passé à côté de l'objectif parce que pendant qu'on s'occupait de ça, on a raté des choses? Donc, attention aux systèmes qui sont on va dire, investis par de l'intelligence artificielle qui va vers de la prédiction, à outrance. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui serait une position dans lequel, dans un but de reconstruction, il faudrait repositionner les choses. Alors moi, je fais de l'IA depuis des années, je vais pas scier la branche sur laquelle je suis assis, et je crois qu'il y a une vraie pertinence à développer des systèmes d'IA, mais pas forcément dans l'idée que l'IA remplace la décision humaine. L'IA doit enrichir les conditions de l'interprétation humaine. Alors évidemment, derrière, ce que je vous disais tout à l'heure, le questionnement sur la donnée, c'est quoi la donnée? Donnée de qui? Donnée pourquoi? Moi, dans une entrée un peu plus centrée utilisateur, je préférerais travailler sur des traces que des données. La donnée, elle est déjà dans une façon d'être constituée, quelque chose qui, passe sous silence la genèse de cette constitution. Et quand on est dans un rapport à une trace, elle est forcément dans un régime interprétatif. La trace de quelqu'un dans la neige, vous repérez que c'est un ours parce que vous avez en tête dans l'interprétation la forme de la patte de l'ours. Bon, donc la trace, elle n'est rien sans l'interprétation qui l'accompagne. Le problème dans le big data aujourd'hui, c'est qu'on a complètement évacué le registre de l'interprétation et que les données sont dans un espèce de monde de l'autosuffisance des données. Et alors là, moi, je pense que là-dessus, il faut revenir sur des idées maximalistes de l'IA qui sont mal posées. Alors, dans cette idée-là du système, centré utilisateur, je plaide assez pour des environnements de sémantique augmentée. C'est-à-dire que les traitements qu'on va mobiliser, les
analyses de traces, les interactions qu'on va faire, n'ont pour but que de pouvoir faire émerger du sens. Et le sens, bah, il émerge pas à la façon d'un calcul. Calculer, c'est pas faire émerger, hein, c'est obtenir le résultat qu'on savait qu'on obtiendrait. Bon, bah, là, dans l'émergence du sens, on a quelque chose qui s'apparente plus des fois à de la sérendipité et des aspects de cet ordre-là, et c'est ça que j'aimerais bien, un peu cristalliser dans des systèmes de sémantique, augmentée. Évidemment, l'objectif aussi d'un environnement centré utilisateur, c'est d'avoir un environnement où la confiance soit au centre du jeu, comme, justement ce qui permet de vouloir prolonger l'interaction. Quand on n'est pas en confiance, l'interaction s'arrête assez vite, et je pense que maximiser les décisions qu'on ne comprend plus, c'est, altérer la confiance et donc au final l'usage même d'un système qui se veut, aidant et bien intentionné. Alors voilà, je termine là-dessus, work in progress, et oui, parce qu'effectivement, je n'y suis pas encore parce que j'ai des problèmes de temps disponible. Mais voilà, c'est des réflexions qui sont nécessaires à avoir dès le début de la conception, et il suffit pas à un moment de dire: «Bah, tiens, on va aller, mobiliser une batterie de stagiaires, d'étudiants ou de thésards pour faire quelque chose», si on n'a pas résolu ces questions-là bien posées dès le début. Donc voilà, des learning analytics centrés utilisateurs, réflexifs et non prédictifs. Bah, voilà, si j'avais ça au pied de mon sapin à Noël, je serais très heureux, mais je suis sûr que ce ne sera pas le cas. Voilà. Je vous remercie.